Ah, prends pas ça pour du cash. Depuis les dernières années, on parle beaucoup de transition énergétique au Québec. C'est un sujet d'actualité. Il y a Hydro-Québec qui veut bâtir plus de barrages. Il y a la filière batterie. Il y a l'électrification des transports. C'est un sujet d'actualité. Les entreprises ne savent pas trop où se positionner. On peut-tu participer? On peut-tu avoir de l'information? Pour parler de ça, on a décidé d'inviter Mathieu Lavigne, directeur affaires politiques et économiques de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Salut. Merci de l'invitation, merci. Merci à toi. Comme on a dit de préambule, il y a une transition énergétique qui s'opère au Québec. Mais y a-t-il de la place pour les PME du Québec d'en tirer un certain avantage économique ou autre? Oui, effectivement, c'est effervescent. On le voit autant hydroélectricité, éolien, la filière batterie, les projets de décarbonation. Il se passe plein de choses. On entend parler de beaucoup de projets. On entend souvent aussi parler de grandes entreprises. Nous, à la FCCQ, on représente des entreprises de toute taille, de toute région, de tout secteur. Donc, on s'est posé la question, effectivement, est-ce qu'on devrait se questionner un peu plus sur la place des PME dans ces projets-là? Souvent, c'est pas nécessairement elles qui sont les plus en vue puis qui vont être les premières à mener ces projets-là. Mais est-ce qu'elles peuvent en bénéficier en étant fournisseurs, sous-traitants, partenaires? Donc, c'est pour ça qu'on a notamment lancé une consultation en ce moment qui est en ligne là, jusqu'au 1er octobre pour essayer de prendre le pouls des entrepreneurs, savoir un peu comment ils perçoivent ça, autant sur le réel, est-ce qu'ils y participent, mais aussi quelle est leur compréhension et leur perception par rapport à ça. Il ne faut pas se le cacher. Francis et moi, on en parle souvent. Le poumon de l'économie canadienne, ce sont les PME. Alors, quand que moi, j'entends qu'Hydro-Québec va dépenser, là, parce que ça change, là, mais le dernier chiffre que j'ai entendu, c'est 150 milliards de dollars. Non, 185. 185 milliards. J'espère qu'une grande part de cet argent-là va être mis dans les mains de PME du Québec. Oui, puis ça peut se faire à plusieurs niveaux. Dans le cas d'Hydro-Québec, par exemple, c'est sûr que quand on parle de projets éoliens, souvent les partenaires qui même construisent les parcs éoliens sont des entreprises qui peuvent être des grandes entreprises. Parfois, il y en a des plus petites, mais il y a tellement des projets aussi gros que ça, à une échelle aussi grande en termes de centaines de milliards de dollars. Les possibilités-là sont infinies. Il y a tellement de déclinaisons de projets. Quand on fait une ligne électrique, par exemple, il y a plein de choses auxquelles penser, le déboisement, il y a plein d'éléments sous-jacents à chacun de ces projets-là, dans lequel il y a des PME québécoises qui peuvent prendre leur place. Donc, c'est ça un peu qu'on veut mesurer un peu. Quelle est leur perception par rapport à ce qu'elles se sentent incluses? Est-ce qu'elles sentent qu'on leur parle puis qu'on leur fait une place? Parce que pour nous, ces grands projets-là, ils doivent bénéficier aux PME aussi. Si on veut que ce soit des vrais succès puis qu'il y ait une adhésion à ces projets-là, il faut que ça bénéficie aussi à des PME locales ancrées dans la communauté. Il y a comme deux affaires là, dans le projet de loi là, qui est en cours de débat actuellement qui, moi, par rapport aux PME, justement, m'interpelle particulièrement. Tu évoques un de ces deux paramètres-là qui est Hydro-Québec. Puis Hydro-Québec le dit, ils veulent être plus maîtres d'œuvre pour des projets, autant dans l'éolien que évidemment dans l'hydroélectricité. Donc, ils vont donner des contrats. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi une ouverture dans le projet de loi qui est de la production énergétique. Les entreprises peuvent devenir des mini-hydros. C'est pas comme ça que c'est dit. Là, mais, quand tu dis la compréhension qu'ont les entreprises, est-ce qu'elles voient ça comme une opportunité de dire, je vais mettre des panneaux solaires, je vais mettre une éolienne dans la cour, je sais pas trop quoi... Ce qu'on comprend pour l'instant, c'est que les entreprises voient deux opportunités. Dans le projet de loi, il y a effectivement l'ouverture à ce qu'on appelle les achats corporatifs d'électricité, donc en site adjacent. Donc, qu'une entreprise construise une installation de production d'énergie et puisse la vendre à une autre entreprise adjacente qui est une usine de XY. Parce qu'elle a des surplus, là, l'hypothèse qu'on fait. On a au Québec déjà de la production privée d'énergie. Il y a des grandes entreprises qui sont, par exemple, propriétaires de barrages. Rio Tinto, on a des milliers de mégawatts. Là, ouais. Exactement. Mais ce modèle-là peut exister aussi à plus petite échelle pour une entreprise, mais sans que ce soit elle-même qui ait à faire l'installation de production. Sa voisine pourrait être une entreprise spécialisée qui, elle, fait un projet éolien ou un petit barrage, puis alimente directement l'industrie. Donc, ce serait des entreprises énergétiques. Là. Moi, dans ma compréhension, c'était, moi, je fabrique des boulons, je me mets une éolienne dans le cours, les voisins, ils font, je sais pas, là, du pâté pour les chats, je vais leur vendre mon surplus. Mais ce que tu dis, c'est que tu peux être une entreprise énergétique, venir faire une installation énergétique là, pure et vendre au voisinage. Là, on va Exactement. dire ça le projet de loi ouvre la porte à ça, mais en site adjacent. C'est intéressant pour nous parce que la crainte de
de certains acteurs par rapport au projet de loi, c'était le fameux spectre de la privatisation. Ouais, qu'on va revendre via Hydro à tout le monde. Mais c'est pas ça, dans le fond. Okay. Ce que ça permet, c'est juste de reproduire le modèle actuel, mais dans une échelle un peu plus petite, dans des milieux locaux. L'autre opportunité, tu parlais de panneaux solaires. Hydro-Québec a quand même fait une ouverture très claire cet été par rapport à l'installation de panneaux solaires en entreprise, en augmentant la limite à partir de laquelle tu peux avoir des panneaux solaires et t'alimenter avec le réseau, revendre au réseau, des surplus. Donc, ça, c'est une ouverture qui est super intéressante pour les propriétaires de grands bâtiments. Je peux-tu poser une question? Connais-tu bien la question des panneaux solaires? Parce que j'ai comme un doute là-dessus. Moi, je voulais mettre des panneaux solaires sur ma maison. Là. Je suis pas une usine et tout, mais j'avais ce projet-là. J'ai fait faire l'évaluation Réno Climat. Tu connais-tu un peu ça? Et ils m'ont dit, ouais, vous pouvez mettre 10 mégawatts, 10 kilowatts, 10 kilowatts sur votre toit. Et là, j'étais bien mindé. J'ai commencé à faire des devis. Et là, Hydro-Québec est sorti en disant, on va permettre plein d'affaires en 2026. Ouais. Et là, Francis Gosselin, ainsi que sûrement plein d'autres Francis Gosselin disséminés dans la province, je me suis dit, je vais attendre. Et je trouve ça bizarre en termes de politique publique de dire, on va faire un projet dans longtemps. Et donc, essentiellement, ne faites rien tout de suite. C'est un peu le message qui est envoyé, non? Ben, au-delà du cas particulier, c'est clair qu'il y a aussi un enjeu de... S'il y a beaucoup de nouveaux projets comme ça qui apparaissent sur le réseau, faut quand même pas que ça déstabilise le réseau actuellement. C'est un équilibre assez quand même complexe, le réseau d'Hydro-Québec. Donc, si soudainement, il y a beaucoup de nouveaux joueurs... Et ça, de petits clowns là, qui s'improvisent. Pour nous, c'est une préoccupation parce que si le réseau est déséquilibré, il y a un risque d'impact sur les tarifs. Puis on est tous des consommateurs, les PME en sont aussi. Donc, on comprend qu'on veut faire les choses dans l'ordre, mais l'ouverture est importante parce que quand on possède un édifice qui a un très grand toit plat, il y a un gisement d'énergie solaire immense qui est là. Est-ce que c'est considéré comme une déréglementation? T'sais, dans le sens où avant, ceux qui produisaient de l'électricité, c'était très spécifique. Là. Rio Tinto, mais... puis il y a des raisons à chaque fois historiques. Non, mais c'est ça. Mais là, si quelqu'un décide d'acheter un terrain, je vais dire n'importe quoi, là, en Estrie, qui avait un champ, il réussit à le dézoner, il pourrait-tu mettre... je vais dire n'importe quoi, là, mais comme moi, j'y vais en Californie, là, tu te promènes en Californie, il y a des champs, là, c'est comme des champs de panneaux solaires. Est-ce que quelqu'un pourrait faire ça? Ou c'est parce que ça semble comme s'il déréglementait le marché. Là. Ouais. Ce serait ça si c'était pas réservé aux sites adjacents à une industrie pour la fournir. Je comprends. Pour nous, c'est pas une déréglementation, c'est une décentralisation. On fait face à un enjeu de décarbonation, de transition énergétique. Il faut qu'on opte pour toutes les solutions. Je pense qu'il faut qu'on ait une approche, toutes ces réponses. Là, en anglais, on dit l'approche all of the above. Ouais. Il n'y a pas de solution qu'on doit écarter d'emblée parce que le défi climatique et énergétique est trop grand selon nous. Donc, on est content de voir qu'il y a une ouverture à cette décentralisation-là parce qu'on veut que les acteurs privés comme ça disent « moi je veux en installer des panneaux solaires. Moi, je veux me partir un projet. » Bien, allons-y dans un cadre toujours pour que le réseau fonctionne, mais... amenons les énergies de tout le monde. C'est ça, parce qu'en ce moment, il y a des problématiques. J'ai parlé cette semaine à Benoît Dutrisac les Forges de Sorel. Ils se sont mis de l'équipement. Ils ont investi 15 millions. Puis ils se font dire, on peut pas mettre de l'électricité pour ton équipement. La compagnie a capote. Ça, pour moi, c'était un peu la troisième chose. Puis là, on a parlé de fournir Hydro, mettons, c'est Hydro qui va gérer. On a parlé de faire de l'énergie comme entreprise privée. La troisième affaire, c'est qu'Hydro fournit de l'énergie, une fois que tout ça est fait, à des entreprises qui font, je sais pas, les forges, ils font de l'acier. De l'acier, oui, une compagnie d'acier. Et là, ça, c'est un vaste débat. Là, Mais le cas des Forges de Sorel est un cas qui est extrêmement frappant pour nous. Depuis le début, on voit qu'on est dans un contexte de rareté énergétique qu'on n'a pas connu auparavant. Quand est arrivée cette idée-là d'avoir une attribution des blocs d'électricité avec un processus, décidé par le gouvernement. Qui était un peu opaque, là, si je me permets. Qui était et qui est. Oui, mais je veux dire, c'était quand même un peu Pierre Fitzgibbon. Depuis le début, on a dit au gouvernement, ce processus-là, il n'est pas assez clair, il faut que ce soit plus transparent parce qu'on ne sait pas exactement comment les projets vont être sélectionnés. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les entreprises qui ne sont pas sélectionnées, c'est pas très clair pour elles pourquoi elles n'ont pas été retenues. Est-ce qu'elles vont pouvoir resoumettre un projet dans 6 mois, dans 12 mois, dans 10 mois? C'est quoi le... T'es sur la blacklist. Non, mais là, si tu regardes les Forges de Sorel, ils parlent de mettre à pied 320 personnes là, parce qu'ils n'ont pas le bloc énergétique. Moi, j'ai comme l'impression, parce que je ne veux pas te faire dire des choses, mais tu sais, je vais imaginer quelque chose, mais tu sais, ça a été fait comme
T'sais, on choisit celui-là. Je vais mettre un bémol là-dessus, mais écoutons notre invité. Les chambres de commerce, on ramène souvent l'enjeu de la prévisibilité. Et ça, là, pour nous, c'est le meilleur exemple. Les entreprises, ce qu'elles veulent, c'est connaître le contexte dans lequel elles opèrent. C'est quoi les règlements? C'est quoi la fiscalité? C'est quoi les possibilités énergétiques? Soyons clairs avec elles, donnons des critères objectifs, transparents, diffusons l'information et elles prendront les décisions d'affaires qui vont avec. Le problème actuellement, c'est qu'il y a un manque de clarté. Elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Est-ce que, par exemple, son projet à l'entreprise en question, est-ce qu'il pourrait être bonifié pour avoir plus de chances? Si on ne leur donne pas ces informations-là, elles vont devoir se dire, voyons. Ce qui est fou dans des projets comme ça, parce que je pourrais t'en nommer 4-5, c'est que le gouvernement a subventionné l'achat d'équipements. Le gouvernement les a aidés. Pour les fois. C'est complètement. C'est grand, l'État québécois, évidemment. J'aimerais t'entendre sur une dernière affaire, Mathieu. La question du prix. Je suis un économiste, moi, à la base. Et puis, on a beaucoup parlé de la question du prix pour les ménages. La FCEI, qu'on accueille régulièrement, est un peu enragée sur les tarifs PME. Mettons qu'on reprend l'exemple des Forges de Sorel. On a historiquement vendu l'électricité très peu cher au Québec, à tout le monde. Ça fait beaucoup aimé quand il parle comme ça. Oui, mais tu sais, mais là où je veux en venir, c'est que, mettons, pourquoi c'est pas un marché? Pourquoi si les Forges de Sorel, ils veulent payer 10 cents du kilowattheure, là, me semble qu'on devrait y vendre, là, au lieu de 4 cents ou 6 cents, comme c'est. Comme un offre et à la demande. Ouais, mais je veux dire, si toi, tu veux de l'électricité, là, puis tu veux 20 mégawatts, bro, ça va être 12 cents. Il y a des courtiers d'électricité aux États-Unis qui font fortune avec ça. Je mets ça sur la table, pas pour dire que vous êtes pour ou contre, mais est-ce que vous avez une réflexion à la FCCQ sur cette notion-là de comment on établit. Parce qu'en ce moment, justement, on choisit, Nordvolt, on aime ça, les Forges de Sorel, on aime moins ça. Puis, tu sais, ça a l'air totalement arbitraire, alors que Nordvolt, il paye combien? Puis, toi, tu veux-tu payer plus cher ou moins cher? Puis, je vais donner au plus offrant, finalement, non? Tu sais. En même temps, les tarifs qu'on a qui sont standards au Québec, qui sont les mêmes partout, ont l'avantage quand même de permettre d'avoir des tarifs en régions éloignées qui sont à un tarif raisonnable. Parce qu'avant la nationalisation, il faut se rappeler que c'était beaucoup plus difficile d'avoir de l'électricité en région éloignée à des tarifs. Ouais, mais en région éloignée, les salaires sont moins grands, le terrain est moins grand, l'immobilier est moins grand. Tu peux peut-être payer une scène de plus pour ton kilowatt, non? Ceci dit, l'enjeu des tarifs, il faut être quand même conscient parce que ça revient là, actuellement dans le débat, là, l'enjeu des tarifs des grandes industries aussi. Faut quand même être conscient du concept, du contexte dans lequel il opère. Il opère contre des concurrents qui sont basés, par exemple, en Russie ou en Chine, où ils ont plein d'autres avantages autres que les tarifs d'électricité. En réalité, quand on fait le portrait, souvent, surtout pour les grandes industries, le tarif d'électricité, c'est un des très rares avantages concurrentiels qu'on a au Québec. Donc, si on se met à vouloir l'augmenter, il n'en restera plus beaucoup pour les grandes entreprises. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes coûts de main-d'œuvre, ni les mêmes restrictions environnementales, ni plein d'autres éléments que les entreprises chinoises. La semaine prochaine, on fait un spécial d'1h30. Mathieu Lavigne vient nous expliquer tout ça. Mais merci évidemment de ta réponse. Beaucoup. Mathieu, c'était super intéressant. Merci. On voudrait te remercier. Mathieu Lavigne, directeur affaires politiques et économiques de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci d'avoir été des nous. C'est le fun. Puis on va te réinviter parce que c'est un sujet qui va... c'est pas fini. Non, ça va être fini la semaine prochaine sur l'électricité, Philippe Richard-Bertrand. Puis les entreprises qui veulent répondre au sondage, allez sur le site de la FCCQ, fccq.ca. Dans le haut du site, vous avez le petit bandeau pour répondre au sondage. Merci, Mathieu. Merci. Voilà. Francis Gosselin, Philippe Richard-Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce.